démarrer par l'histoire justement de la chronique des entreprises. En février 2020, j'ai fait le choix de créer une chaîne YouTube dans un premier temps pour donner des conseils, des astuces aux entrepreneurs. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas tellement ça qui me plaisait, qui m'intéressait, c'était surtout d'échanger, d'interagir et de partager en fait avec des dirigeants d'entreprise et de pouvoir les écouter sur leur vision de l'entrepreneuriat, les entendre aussi sur leurs valeurs et ce qui était important pour eux en tant que dirigeants. Parce que de manière classique, dans des interviews qu'on peut écouter, que ce soit sur BFM Business ou dans d'autres radios, on l'interroge souvent sur son chiffre d'affaires, on l'interroge souvent sur sa création d'emplois, sur ce qui fait son succès. Mais finalement, l'humain, qui pour moi en fait est au cœur de l'activité économique, eh bien, on va moins l'interpeller. Donc c'est cet angle-là que j'ai souhaité avoir en tout cas pour le podcast Ambition. Et d'un premier interview, d'un second interview, est né quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, de passionnant. C'est-à-dire que je voulais continuer et je voulais poursuivre parce que passionnée par la communication, passionnée par les médias. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ça a apporté une certaine visibilité, qu'il y avait des nouveaux contacts, des personnes qui me demandaient même s'ils pouvaient avoir un interview. Et du coup, j'étais flattée et je leur disais oui, pourquoi pas. Et petit à petit, moi, mon souhait, c'est vraiment de pouvoir m'engager sur le territoire, c'est de pouvoir apporter quelque chose à la dynamique locale, tout comme les intervenants que j'ai invités aujourd'hui, parce que leur particularité, c'est de s'investir sur le plan local, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine du numérique, de l'industrie textile. On vous en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, mon souhait, c'est vraiment de m'engager sur le territoire, c'est de m'engager au niveau local et de pouvoir en fait apporter ma pierre à l'édifice sur le territoire qui est Marseille, sur lequel je suis arrivée il y a maintenant 3 ans. Donc j'ai eu un coup de cœur pour cette ville et je me suis rendu compte que c'était intéressant de pouvoir parler des dirigeants d'entreprises et des entreprises, parce qu'à Marseille, on n'a pas que le savon de Marseille et le pastis, on a aussi des belles boîtes, on a aussi des belles initiatives, de la créativité. Et voilà, c'est la raison d'être, en tout cas, de la chronique des entreprises. Et Nazim Sini nous rejoint à l'instant. Je t'en prie. Et donc, sans plus tarder, on va pouvoir démarrer l'échange, en tout cas avec les dirigeants qui sont présents ce soir. Et je vous propose, après avoir partagé leur parcours, leur témoignage, de pouvoir interagir avec eux, de leur poser des questions ou de pouvoir réagir. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je propose dans un premier temps peut-être de répartir en tout cas l'échange dans 2 séquences, puisque j'ai quand même 6 intervenants ce soir. Et dans un premier temps, il sera intéressant d'interroger donc Kevin Polizzi, qui est président d'Unitel Holding et qui a récemment créé donc le campus Théodora et qui est donc dans le domaine du numérique. Stéphanie Ragu, donc, qui est PDG de l'Oralba Conseil et présidente de Made in Soft, et Nazim Sini, donc, qui est PDG de Media Labs et qui a créé la plateforme Investi. Donc, autour de la thématique du numérique, moi, j'aimerais les interroger en tout cas sur l'histoire de leur entreprise. Et peut-être avec de la galanterie, on peut démarrer par Stéphanie. Tu peux peut-être nous raconter l'histoire de l'Oralba Conseil. Alors, moi, je suis arrivée déjà dans la région en 2003. C'est important de le dire parce que j'arrive de Paris, désolée. Même si Marseille était ma région de cœur, je suis parisienne. Vite fait, j'ai fait une école militaire et derrière une école militaire depuis l'âge de 11 ans. Et derrière, j'ai bifurqué sur du commerce. J'ai fait 2 grands groupes à Paris et en Angleterre, donc Rothmans et Ricard. Et puis, mon mari étant chez Ricard, je me suis fait muter dans la région en 2003. Et là, j'ai ouvert un premier cabinet de recrutement toute seule, puisque j'ai eu une grosse expérience mes 3 dernières années à Paris de chasseuse de tête pour la Ségos, où je gérais ce qu'on appelle les job ventures, tous les regroupements de tous les cabinets sur France, Espagne, Italie. Donc je suis arrivée dans la région, pas de travail, j'ai commencé à explorer un petit peu l'écosystème marseillais qui me plaisait. Et puis j'ai rencontré le fondateur de l'Oralba Conseil, qui s'appelait Daniel Roland, où j'ai commencé à apprendre le métier du numérique que je ne connaissais pas du tout, puisque j'arrivais de grands groupes et plutôt dans les ressources humaines
essentiellement aux forces de vente. Donc rien à voir avec le numérique, qui avant on appelait ça l'informatique et pas le numérique. Donc l'Oralba était ce qu'on appelait avant une SS2I, aujourd'hui ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de services numériques, qui met à disposition du personnel informatique qualifié chez nos clients. Donc en fait j'ai 120 CDI chez moi, j'ai une quinzaine de freelance, la société est basée à Aix-en-Provence. Et puis pendant 8 ans, je me suis régalée, j'ai tout appris. Enfin, j'ai essayé de tout apprendre parce que la famille du numérique est grande et ses filières également. J'ai essayé de tout apprendre de ce mentor qui s'appelait Daniel Roland, qui est décédé 6 ans après. Et donc, j'ai racheté la société à part entière et ensuite vogue la galère toute seule. Puisque j'ai quand même mis 1 an à avoir l'obtention de mon dossier de financement. J'ai racheté ma société 2 millions d'euros. Bon, j'étais une femme, chef d'entreprise, parisienne, etc. Donc j'avais toutes les casseroles. Et ici, c'était un petit peu... j'étais un petit peu... non seulement une étrangère, mais en plus un gros point d'interrogation sur ma solvabilité, ma stratégie, etc. Donc c'était assez compliqué, 1 an, alors que j'ai des confrères qui ont racheté aussi leur société et qui l'ont eu en 3 mois. Donc bon, voilà. Après, j'ai su qu'il fallait que je crée quand même mon réseau aussi pour avoir de l'appui, en tout cas sur le financement. Et puis depuis, j'ai racheté en 2010. Aujourd'hui, on est en 2021. Quand j'ai racheté, nous étions 30. Aujourd'hui, on est un peu plus de 130. Tout va bien. Ça se passe très bien. J'ai réorganisé la société. Je me suis constituée une forte garde rapprochée. Service RH, comptabilité, juridique, etc. Donc aujourd'hui, la société, on va dire... je me sens bien. Notre ADN chez nous, c'est mon logo, c'est la lionne. C'est-à-dire une lionne, elle est chasseuse et maternelle. Donc beaucoup de bienveillance à l'égard de nos collaborateurs qui sont sur le terrain. Donc du coup, c'est pas facile de garder le lien avec eux. Mais on a mis des outils en place. On a mis des coachs également. On a mis une assistante sociale également pendant la crise Covid. Moi, j'étais énormément présente avec eux sur le terrain. Et tout ça fait que de notions de bienveillance, d'appartenance, de marque employeur également avec eux, puisque c'est aussi nos salariés qui font un petit peu l'image de notre entreprise. Voilà, que du bonheur en fait à aujourd'hui. On a forcément plein de problématiques, notamment en tout cas me concernant par rapport à la crise Covid, en termes de chiffre d'affaires, en termes de stress, d'angoisse, de perdre des clients, de perdre des collaborateurs. On a des collaborateurs qui sont partis avec la vague également, ça a été très dur. Des collaborateurs qui étaient là depuis 15 ans, c'est pas évident. Et puis aujourd'hui, on a réussi à replacer les priorités. Donc je pense que c'est aussi le rôle d'un chef d'entreprise, retravailler sa stratégie, retravailler sa chaîne de valeur, son ADN, expliquer quand on recrute, quand on intègre, pourquoi vous, jusqu'où on peut aller avec eux, où est-ce qu'on peut les emmener, à 2, 3 ans, c'est important. Notre parcours chez nous d'intégration, c'est tant bien sur les sourceurs, mais aussi les RH, et moi également en tant que présidente, le directeur général aussi bien sûr. Donc il y a 5 entretiens et pour des postes qui peuvent aller du technicien informatique lambda à un stagiaire dans les RH, c'est important qu'ils puissent voir qu'on ne leur vend pas du rêve, qu'on est réellement ainsi, qu'on est à l'écoute des gens, peut-être parfois un peu trop. Mais en tout cas, je suis comme ça, donc je pense qu'à 50 ans, je ne vais pas me changer. Et ça me plaît, parce que les ressources humaines, c'est vraiment une richesse incroyable d'apprendre à connaître les gens et puis parfois de les aider, de les aiguiller, de les diriger. Et puis en développant mon réseau dans la région, parce que Marseille est un réseau très riche, avec énormément de particularités dans les secteurs du numérique, eh bien, je suis rentrée dans cette association qui s'appelle Made in Soft. En 2011, je crois. Ouais, 2011. J'ai intégré le bureau en 2013 en tant que secrétaire. Ça m'a plu. La gouvernance de l'époque m'ont fait confiance. Et puis, il y a maintenant bientôt 3 ans, j'ai repris la présidence de cette association qui est un cluster du numérique. Désolée, le terme n'est pas joli. Donc, on va l'appeler Booster, qui est un booster du numérique, qui est une association qui a pour but d'aider les entreprises de la région, donc toute entreprise, TPE, PME, start-upers, freelance, indépendants, etc., à les aider à se transformer au niveau digital dans leur entreprise et bien évidemment d'aider les collectivités puisque nos subventionneurs, les premiers, sont des collectivités. Donc j'ai à peu près plus de 200 adhérents, 25 partenaires,
un bureau, comme tout le monde, de 8 personnes, un conseil d'administration de 28 personnes, des membres d'honneur. Et nous travaillons par commission. Donc on a 18 commissions dans les filières du numérique. Mais alors pas des commissions informatiques, on a des commissions sur la santé, des commissions sur l'e-sport, on a des commissions sur le droit, bien évidemment sur la blockchain, sur la smart city, l'IoT, l'intelligence artificielle. On a notre dernière commission, tu parlais de l'humain dans l'économie, moi je vais te parler de l'humain au cœur de la transformation digitale, parce que le numérique c'est bien, mais c'est mieux si on intègre également l'humain à cette accélération qu'on vit aujourd'hui. On ne reviendra plus jamais en arrière, c'est terminé. Ce qu'on a vécu tous ensemble, que ce soit le télétravail, les points positifs comme les points négatifs, il faut l'analyser également, savoir ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé, afin qu'on puisse aller encore de l'avant et performer en termes d'outils, en termes de méthodes, en termes d'agilité. En termes de management également, tout a explosé. Donc aujourd'hui, notre devoir, enfin en tout cas mon devoir, je vais parler en mon nom, c'est de revoir ma stratégie, c'est de revoir mes budgets, c'est de revoir la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est de voir si les valeurs sont vraiment en adéquation avec mes collaborateurs et les managers de l'entreprise, sans qui rien ne serait. Et je pense que dorénavant, on va devoir le revoir très souvent pour être au plus près, de la performance, mais aussi des équipes qui sont prioritaires, en tout cas chez nous. Donc le lien avec Made in Soft, pour terminer, c'est pareil, ce sont des entreprises de 1 à 100 personnes. Donc les 1 personne ne sont pas, on va dire, au même niveau en termes de numérique que celles à 100 personnes, qui peuvent déléguer, qui peuvent externaliser, notamment je pense à de la cybersécurité ou tout ce qui concerne le RSE. Et donc nous, on est là pour leur apporter des livrables, des fiches pratiques téléchargeables sur le site, afin qu'elles puissent à minima être au-delà, on va dire, de 50% et anticiper tous ces freins qui vont lui coûter beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Merci Stéphanie pour... J'étais un peu bavarde. Merci Stéphanie en tout cas d'avoir partagé ce parcours et puis ce qui est important en tout cas pour toi en tant que dirigeante. Ça me permet de faire une transition avec Nazim Sini qui lui est dirigeant d'entreprise et qui intervient aussi à Sciences Politiques, donc à l'IEP et à Kedge si je ne me trompe pas. Et j'aimerais bien que tu nous partages en tout cas ta vision de dirigeant d'entreprise et tes valeurs, ce qui est important en tout cas pour toi, parce que je sais que tu es un entrepreneur engagé. Ouais, merci beaucoup, désolé pour le retard, j'ai pas de souci. Je pensais que tu allais commencer par Laurent, je n'étais pas prêt. Pardon, voilà, tu vois, il faut s'adapter, être agile, surtout en ce moment. Non, je plaisante. Je voulais remercier Stéphanie pour ce témoignage, parce que je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle a dit. Je vais vous raconter très brièvement mon parcours. Donc j'ai 36 ans, je vais sur mes 37. Moi aussi, je suis un Marseillais d'adoption, parce qu'à la base, j'ai grandi à Paris. Et je suis tombé amoureux de cette ville parce que pour moi, c'est 194 pays, mais réunis dans une seule ville. C'est un melting pot formidable, il y a une énergie qui se dégage de cette ville et je me suis complètement retrouvé dedans, avec l'oisiveté qu'ici aux Marseillais, je dis c'est parfait. Pour vous résumer donc, mon parcours, donc je suis titulaire de 2 masters, un master en finance et un autre en stratégie d'entreprise. Et donc j'ai bossé dans le milieu bancaire dans les années 2009-2010. J'ai bossé aussi, peut-être certains connaissent, chez Oxatis. Voilà, je suis passé par Oxatis, Marc Schilacci, qui a été notre gourou à un moment donné. Et bizarrement, c'est en travaillant chez ce monsieur que j'ai eu envie d'entreprendre. Parce que je me suis dit, tiens... Vous analysez le mot bizarrement. Là. Ouais, mais étrangement... C'est ça. Ouais, non, mais entreprendre parce que je me suis dit, mais vous allez voir, c'est assez étrange. Je suis très spontané comme personne, donc je dis les choses comme je les pense. Et c'est que je me suis dit, tiens, si je suis capable de faire les choses chez lui de cette manière-là, je peux les faire pour moi, à ma manière. Et quelque part, il a été un booster formidable et je me suis dit, tiens, il faudrait que tu te lances. Puis j'étais très admiratif de son parcours et des parcours des entrepreneurs. Déjà, moi, depuis mon plus jeune âge, j'admirais pas les footballeurs ou les chanteurs comme quand on est adolescent. J'admirais, moi, les entrepreneurs. J'étais vraiment passionné par ces bâtisseurs, ces capitaines d'industrie. Parce qu'ils étaient célèbres.
2, parce qu'ils avaient toutes les femmes à leurs pieds. Et 3, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Je me suis dit, tiens, est-ce que j'entreprends pour les bonnes raisons? Ouais. Non. Après, pour les femmes, je me suis trompé. Je dis, non, c'est pas vrai. Mais plus sérieusement, je me suis dit qu'entreprendre, c'est la meilleure façon de mettre en avant son talent, ses compétences. Et puis j'ai remarqué que vous déplacez une formidable énergie quand il s'agit de votre boîte et quand vous entreprenez pour vous-même. Et c'est comme ça que j'ai créé Media Labs en 2012. Donc mon activité est très simple. J'accompagne les petits artisans, les commerçants dans leur transformation numérique. Je les aide à mettre en place des CRM, des ERP, parfois des choses très basiques en leur créant un site internet, parce que ce sont des petites structures qui sont éloignées du numérique. Et Stéphanie pourra le confirmer, je veux dire les TPE, les PME, les grands groupes n'ont pas besoin de structures comme la mienne. Par contre, si vous allez voir le boucher du coin, le coiffeur ou le boulanger, il peut avoir des besoins en termes de solutions numériques. Et donc c'est celle-là ma cible. Et comme je suis un garçon comme ça qui aime bien les challenges et qui aime bien les nouveaux défis, j'ai lancé en 2019 donc une plateforme de crowdfunding donc qui est dédiée au Maghreb, d'où je suis originaire. Et en fait, l'objectif, c'était de rassembler l'épargne de la diaspora pour l'orienter vers des projets structurants au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et c'est une plateforme qui a 2 ans maintenant, qui fonctionne super bien, parce que je me suis aperçu que les startups ou les porteurs de projets au Maghreb avaient parfois des besoins en financement et n'ont pas accès à la banque. Mais aussi, on a une diaspora qui est très riche en France. Pour vous donner un chiffre, il y a 4 millions d'Algériens en France, 1 million de Marocains et 500 000 Tunisiens. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un vivier de diaspora qui a envie d'investir dans son pays d'origine. Et je me suis dit que ça serait bien si je faisais le lien entre ces 2 communautés. Et puis après, je suis tombé par hasard dans l'enseignement, effectivement. Et donc Lydia, tu viens de le dire. Donc j'ai commencé par faire des petites interventions en fac. Et puis après, j'ai rencontré une personne à Kedge qui m'a proposé de faire 1 heure, puis 2 heures. Et je démarre normalement en janvier, effectivement, à Sciences Po. Donc, j'ai pas commencé, mais j'ai une grosse pression. Je commence début janvier. C'est important pour toi de transmettre. Exactement. On en avait beaucoup échangé, et je pense que Stéphanie est pareil. C'est-à-dire que tout au long de notre parcours de vie, on a une soif de connaissances. Après, on passe par une phase d'application de ces connaissances. Et puis, on passe par la phase de transmission de ces connaissances. Et j'ai l'impression que moi je suis déjà dans cette phase-là de transmission, même si à mon âge j'ai encore plein de choses à apprendre. Et vous avez ici une brochette d'entrepreneurs qui sont formidables, d'où j'aurai beaucoup à apprendre. Mais je me dis déjà, quand j'arrive face à des petits étudiants, 19, 20 ans, 21 ans, je me dis c'est bien de leur inculquer certaines valeurs, certains principes, les aider aussi dans leur orientation, parce que vous allez vous en apercevoir, peut-être qu'ici vous avez des ados ou même des jeunes adultes, ils se posent énormément de questions. Ils vivent dans un monde où effectivement ils sont digital natives, mais ce monde leur fait vachement peur. Et je ne sais pas si c'est franco-français, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'échecs plus que d'apprentissage. Vous allez dans les pays anglo-saxons, ils montent 10, 15, 20 boîtes, ils se ramassent et puis ils recommencent. Ils vont voir 15 banques, sur les 15 banques, 14 vont leur offrir un crédit. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, c'est l'inverse. Tu vas voir 15 banques, tu as 16 refus. Je ne sais pas comment ils font. Mais Les banques sont frileuses en France. je dirais plus que ça. Dès que vous parlez cré, ils ne te laissent pas le temps de finir. Cré quoi? Crise? Crédit? Donc, et voilà. Encore, t'es pas une femme. Et encore, je suis pas une femme. Je te rejoins. Je suis autre chose. Je suis pas une femme, mais je suis dans l'île maghrébine. Ouais. On se voit à peu près. Ah oui, c'est vrai que ça se comprend. C'est vrai, T'as raison. Mais imagine qu'il y a des femmes d'origine maghrébine qui veulent créer des entreprises. Et qui sont LGBT, c'est le combo. Ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et surtout, j'ai un credo, je partage souvent avec Lydia, c'est foncez, quoi. N'ayez pas peur, croyez dans vos rêves, faites les choses et peu importe où ça vous mènera, parce que tout ce qu'on se fait, tout ce qu'on se dit ici, tout ce qu'on fait, à un moment donné, ça va se transformer en souvenir. Et franchement, il ne faut pas vivre avec ce regret de se dire à un moment donné, je ne me suis pas lancé. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Oui, effectivement, on échange souvent avec Nazim, et c'est vrai que ça fait très peur d'entreprendre. On a l'impression un peu qu'on saute dans le vide, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais je pense que ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup, en tout cas, de tester cette expérience. Et pour rebondir sur ce que Stéphanie évoquait tout à l'heure, et notamment sur l'association donc Made in Soft qui s'implique autour de la thématique du numérique avec des dirigeants qui sont impliqués. Ce soir, on a aussi donc Kevin Polizzi qui est vice-président à Made in Soft et qui est un expert, pour le moins, dans ce domaine.
qui va nous partager voilà, son parcours. Voilà, il touche un peu au numérique, Kevin. Moi, je suis avant tout le vice-président. Je suis avant tout le vice-président Stéphane Régu. Mais je suis vraiment hyper content d'être là avec vous ce soir. Merci vraiment pour cette invitation. Merci d'avoir su créer cet événement. Et puis merci à vous tous d'être là ce soir malgré cette communication un peu étrange depuis quelques jours où on ne sait pas trop si on est omicroné ou pas encore. Mais moi, ce que je retiens dans ce que vous avez dit, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle absolument incroyable qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs. Et puis une énergie d'entreprendre. La transmission, 36 qui va sur 37, c'était mon cas il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que la transmission, c'est à toutes les étapes de la vie, contrairement à cette espèce de vie un peu cyclique qu'on nous a vendue. Moi, j'ai créé ma société le 11 septembre 2001. J'étais étudiant, j'avais le choix entre partir faire mes études à Paris dans une belle école ou rester parmi les miens à Marseille, sur ce territoire qui m'a vu naître pour l'occasion. Je ne suis pas parisien, je suis désolé. Mais c'est pas grave, mais on vous accueille avec grand plaisir. Et je trouve qu'en termes d'insertion, vraiment, vous assurez. Oui, c'est vrai que j'attends Laurence quand elle va nous parler de ça. J'ai créé cette société, ce qui est une vraie start-up garage. On l'a créée dans un garage à une époque où le numérique, ça s'appelait les NTIC, ça s'appelait même pas l'informatique. C'est un terme bien désuet aujourd'hui, 20 ans après. Et c'est une histoire de croissance qui est une histoire avant toute chose d'aventure humaine. La technologie, c'est important. C'est pas toujours simple. À l'époque où j'ai créé la société, c'était pas même très accessible. Voire, il fallait investir énormément d'argent pour acheter ses premiers serveurs, ses premiers routeurs, ses premières fibres optiques et construire les premiers data centers. Et donc, ça s'est fait avec une équipe de gens passionnés que j'ai su animer. C'était pas facile, quand vous avez des vrais experts de l'informatique, ils sont pas vraiment experts des sciences sociales. Et à côté de ça, un niveau d'exigence absolument incomparable d'une équipe qui a compris qu'à Marseille, il fallait avoir des bénéfices clients différents de ce que faisaient les autres entreprises comparables ailleurs. À Paris, ils avaient beaucoup de technologies à des prix absolument attractifs. À Marseille, c'était l'inverse. Donc on a immédiatement focus sur la qualité du service, sur ce qu'on appelle aujourd'hui dans les briefs de start-up unique selling value, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que votre société elle est rendue unique par son usage, par ses valeurs, par son entrepreneur, par son équipe. Et puis, on a décidé de faire de la qualité des services archi complexes, à la fois parce que c'était notre passion, et à la fois parce que derrière, il y avait un modèle économique. Donc, on a très très vite cadré des prestations. On les a un petit peu trop tard englobées de marketing pour bien faire comprendre son savoir-faire. C'est quelque chose aujourd'hui qui paraît évident, mais lorsque vous avez des populations qui sont très techniques, elles font d'abord des super produits, et puis elles écoutent le marché en deuxième semaine. Nous, on a de la chance, c'est qu'on vend des abonnements. Et donc, comme on vend des abonnements, le chiffre d'affaires en début de mois est quasiment fait. Et donc, on a deux grandes activités chez nous. La rétention client, être capable de leur parler, de leur dire qu'on les aime, d'écouter leurs besoins, de faire évoluer nos produits. Et la conquête, de l'autre côté, d'aller chercher de nouveaux marchés, que ce soit des entreprises de toute taille, des petites, des moyennes, des très grandes, des très 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 grandes, ou alors aussi des collectivités. Souvenez-vous que la commande publique représente à peu près 50% du chiffre d'affaires du pays, ce qui n'est pas négligeable. 1 euro sur 2 qui est facturé dans ce pays, il est facturé du côté du monde public, avec un modèle qui leur appartient, mais sur lequel on est obligé de passer par des appels d'offres, etc., etc. Donc il faut soigner l'image de sa boîte, soigner les dossiers, soigner la réponse, soigner les partenariats. Une entreprise, c'est pas un one-man show. Une entreprise, je le disais tout à l'heure, c'est une équipe, mais c'est aussi une histoire financière, être capable de présenter des bons bilans, être capable de comprendre qu'un banquier, c'est aussi une entreprise. Les banques d'État ne vous prêtent pas d'argent. Elles vous prêtent de l'argent, comme la BPI, etc., que si vous avez un banquier privé ou un investisseur, un entrepreneur qui vient avec vous. C'est une histoire économique, c'est la capacité de pouvoir facturer, recouvrer de l'argent. On oublie souvent, mais les toutes petites entreprises, elles n'ont pas du tout autour d'elles les outils qui leur permettent de faire le recouvrement. Et de temps en temps, il y a des histoires qui s'arrêtent parce que pendant qu'on est au four, on n'est pas au moulin.
Et on a du mal à le faire. Il y a des entreprises, il y a des individuels qui sont capables de vous accompagner. Avec Stéphanie, nous, on en connaît beaucoup, qui sont capables de prendre ces fonctionnalités qui ne sont pas toujours les jobs les plus sympas dans la boîte, mais qui sont essentiels. Une société, la première chose, c'est sa rentabilité, sa capacité à facturer, à recouvrer. À côté de ça, on a évidemment toutes les composantes liées à l'innovation. Lorsque j'ai créé Jaguar Network, j'ai souhaité m'adresser d'abord aux grandes entreprises. C'est des cycles de transformation qui sont hyper longs. La vente d'un grand compte, c'est 18 à 24 mois. Donc c'est pour ça qu'il faut que dans le mix produit, il y ait des produits qui se vendent facilement et des produits à valeur qui se vendent de manière un peu plus complexe. Et lorsqu'on a créé Freebox Pro, il y a 2 ans, on a vraiment récupéré des composants électroniques de chez Free et on a décidé, via Jaguar Network, d'inoculer notre savoir-faire dans la Freebox Pro. Donc aujourd'hui, quand vous avez une box grand public, Freebox, Freebox Delta, Freebox Pop, elle n'a absolument aucun composant, aucun vecteur commun avec l'offre pro. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, ça se traite différemment. Une entreprise, elle a besoin de son Internet pour travailler. Elle a besoin de services additionnels. Comme tu le disais très bien, elle n'a pas toujours accès ou pas toujours la connaissance des outils qui lui sont essentiels. Un cloud pour stocker et sauvegarder ses fichiers. Et sauvegarder. Stocker, ça ne veut pas dire sauvegarder. Bien comprendre la nuance entre les deux, stocker et sauvegarder. Idéalement, dans 2 endroits différents, de manière à pouvoir permettre de retrouver ces données en cas de problème. Avoir une messagerie qui fonctionne 24/7. Avoir un CRM pour suivre les rendez-vous, planifier, organiser le travail. Avoir un ERP, parce que lorsque vous avez vendu plus que ce que vous pouvez produire, c'est le moment de sortir la machine à miracle. Et celle-là, on la sort en général plusieurs fois par jour, quand ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, on la sort. Quand ça se passe pas bien, on la sort aussi, curieusement. Et donc, moi, j'ai eu la chance de connaître toutes les étapes de la petite entreprise dans la Startup Garage, passer l'échelle de la TPE avec quelques collaborateurs hyper motivés, passer à l'échelle de la PME avec des délégués du personnel un peu moins motivés, passer à l'échelle de l'entreprise de taille intermédiaire. Aujourd'hui, Unitel Holding, c'est la holding qui regroupe l'intégralité de nos participations, de nos investissements. 95% de ces investissements, ils sont locaux sur le territoire d'Aix-Marseille, parce que je considère qu'on a un potentiel énorme. C'est super de le dire, mais c'est quand même mieux de l'utiliser et de le faire naître, de le faire grandir. On est aujourd'hui dans d'autres projets, des nouveaux projets. On investit énormément dans les smart buildings avec ce projet un peu fou qui est de construire un quartier connecté complet. Marseille, on dit toujours que c'est la ville du mal logement. Sauf que moi, je ne vois pas d'entrepreneur construire des choses de taille critique. Donc, on s'est dit qu'on devait y aller. Et on a 37 000 m² qui vont naître devant le métro du Capitaine Gèze, dans une métropole dont tout le monde dit que son accessibilité, ses transports sont un problème. Même Emmanuel Macron est venu nous l'expliquer pendant 3 jours, que c'était un problème. Il est au courant, je vous rassure. Et à côté de ça, Théodora, c'est vraiment un quartier connecté dédié aux entreprises non digitalisées qui ont envie de se digitaliser avec succès rapidement, dédié à la formation des cadres et des ressources dont on aura besoin pour adresser le monde de demain, que ce soit de la cybersécurité, que ce soit des télécoms, que ce soit du droit, que ce soit tout ce qui va basculer dans cet univers digital. Et puis, on s'est dit que c'était sympa, mais que ce n'était pas assez. Donc, en adressant les enjeux de mobilité, on a annoncé la construction de 3 bâtiments complémentaires. Un bâtiment à Istres, un bâtiment à Aix, un bâtiment à Aubagne, qui visent à créer des satellites autour de ce quartier connecté. Pourquoi ? Parce que mes collaborateurs, ils habitent dans tous les coins et recoins de la métropole. Et je considère que pour avoir des collaborateurs qui sont durablement fidèles, même si on leur met le baby-foot, même si on leur met le salaire, même si on leur met tout ce qu'on leur met, à la fin, on ne peut pas supporter de vivre à plus de 30 minutes de là où on travaille. Je sais que c'est un vrai challenge ici, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise doit s'adapter au rythme de vie de ses salariés, de ses collaborateurs, de ses fidèles, parce que quand Stéphanie disait tout à l'heure, j'ai des collaborateurs qui sont là depuis 15 ans, qui nous quittent, c'est un vrai déchirement familial. On n'est pas en train de regarder des fiches de salaire à la fin du mois. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est la façon de créer des infrastructures qui permettent aux entreprises de s'adapter à une vie qui est de la vie que moi-même je veux. Mes enfants sont jeunes, je veux pouvoir les poser à l'école,
Je veux pouvoir être dans un bureau de proximité, faire ce que j'appelle du pseudo-télétravail. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'une ambiance, on a besoin d'une machine à café, on a besoin d'échanger, on a besoin d'intelligence collective. Moi, j'ai vécu le confinement avec des gens qui voulaient faire des Teams sans arrêt. Salut, on se fait un Teams, on se fait un Teams, on se fait un Teams. Arrêtez-vous, prenez votre téléphone, appelez-moi, quoi. On va se faire un Teams. Et à la fin, arrêtez de m'appeler, parce que franchement, j'ai besoin de temps pour bosser quand même. Je suis désolé, hein, la nuit, j'étais dispo, mais bon, on peut dormir de temps en temps. Donc le point qui est important pour nous, je pose mon gamin, je vais bosser en proximité. Je suis transféré vers le siège de la boîte qui est à Marseille, parce que Marseille aujourd'hui reste la ville de référence de cette région sud. Je peux faire la journée continue. Mon entreprise a la capacité à me payer mon repas entre midi et 2, parce qu'au prix que je coûte à l'heure, vraiment, on n'est pas à 10 € de bouffe, quoi. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de libérer tout le monde vers 16-17 heures pour remonter au bureau de proximité et de faire passer la douche des gosses à 18h30 et d'être là. Parce que je crois que moi, le grand enseignement que je tire de ce confinement, c'est que mes enfants ont envie que je sois là. Et pour ça, on ne va pas doubler la voirie entre Aix et Marseille à 5 milliards. On ne va pas changer l'heure à laquelle les écoles ouvrent pour 9 milliards. On ne va pas construire des drones partout pour 24 milliards. Non, on ne va pas faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre le système à l'envers, comme d'habitude, casser les dogmes, comme d'habitude, réinventer la façon et le contrat social. Vous avez tous lu Jean-Jacques Rousseau, pour ceux qui étaient étudiants il y a quelques années, c'était obligatoire. On va réinventer le contrat social et on ne va pas faire un contrat de travail, on va faire un pacte de travail. Voilà, moi je mets un bout de ma vie, un bout de mon âme, un bout de toutes les cautions bancaires que j'ai sur moi aussi, et vous mettez un peu de créativité, un peu de force de travail, un peu d'âme, et puis à la fin on partagera un résultat qui est d'abord une aventure de vie, de la monnaie fiduciaire, parce qu'on est aussi là pour travailler et pour payer nos factures, et puis on aura des histoires formidables à raconter à nos petits-enfants. Et moi, ça me permet de me lever tous les matins, malgré les difficultés incroyables d'être entrepreneur. C'est une religion. On a toujours un petit truc après qui fait qu'on remet une pièce dans le jukebox et on continue. Et franchement, il faut l'être. C'est un sacrifice. Hein. C'est un chemin de vie. Mais sincèrement, ça apporte... comme avec ses enfants, des joies qui sont indescriptibles. Et à ce titre, je vous encourage vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à passer de l'autre côté de la barrière. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Kevin. Non, mais je crois qu'on va y aller. Hein, tout a été dit. Avant de pouvoir donner la parole au public pour qu'il puisse poser des questions ou peut-être faire des remarques, je voulais revenir sur votre investissement et votre implication, Stéphanie et Kevin, au sein de Mezinsoft. Qu'est-ce que ça vous apporte, en tout cas, de vous investir, et qu'est-ce que ça apporte à cette structure, en fait ? Qu'est-ce qui était important pour vous ? Je réponds la première, tu réponds la deuxième. Tu veux ? Pour une fois, je suis ta présidente. Ce que ça apporte, on est beaucoup dans la pédagogie, dans la formation, l'accompagnement, la transmission également, justement d'aider les entreprises de la région à se digitaliser et à se prémunir des menaces concernant le numérique, premièrement. Moi, ce que ça m'apporte, un peu plus de boulot quand même, parce que j'ai aussi des enfants, une vie, un mari dans une vraie vie. Mais par contre, il y a je pense qu'on le voit encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un écosystème sur Marseille très grand et à la fois très petit. Moi, je vous incite vraiment à aller sur les réseaux sociaux et à être curieux pour voir les événements qui s'y présentent et à y aller également pour faire du contact, du prospect, etc. On est tous abordables. Je pense que cette crise nous a apporté aussi un peu plus d'humilité à redescendre et à se dire, quels sont nos enjeux qui ont changé aussi. On le voit avec nos adhérents comme avec nos collaborateurs. Et c'est passionnant de pouvoir, même si parfois 3-4 soirées par semaine, c'est compliqué en plus des journées. Mais par contre, on apprend toujours, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut performer. Moi, il y a des sujets dans le numérique, arrivant du RH, j'y connais rien. Je sais toujours qui trouver à droite, à gauche pour appeler en me disant, sur des sujets numériques vraiment très pointus, hein. Je pense à la 5G notamment, ou etc. Et du coup, c'est toujours plaisant d'avoir en face de nous un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant qui va nous répondre et qui va nous expliquer
les tenants et les aboutissants du sujet. Moi, j'ai juste une chose à préciser avant, c'est que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours de chef d'entreprise, parce que j'ai eu la chance d'avoir des mentors autour de moi. Donc, j'en parle souvent dans mes interviews, j'ai 5 mentors depuis 17 ans qui me suivent régulièrement, des gens qui m'ont appris les codes, notamment les codes marseillais, parce qu'on parle beaucoup de mixité. C'est extrêmement dur ici d'exister en tant que tel, en tant que nous, pas en tant que sachante, pas en tant que créatrice, non, juste en tant que nous. Pourquoi on veut incarner ces valeurs-là au sein de nos entreprises? Pourquoi on insiste, on n'a pas envie de se changer, on connaît tous la citation « Ouvrez vos bras au changement, mais n'oubliez pas vos valeurs ». Et c'est important de garder ces valeurs. Et ces mentors ont su, de tout âge, le premier à 70 ans aujourd'hui, hier, mais ils m'ont appris les codes de confidentialité, de persévérance, d'endurance, en me disant lâche rien, c'est pas grave, tu vas t'en prendre plein la tête, mais il faut que ça glisse. On croit en toi, on est là et c'est important. Donc je les ai trouvés. Aujourd'hui, je les ai toujours. Je suis très très confidentielle avec eux. C'est des gens que je peux croiser, dont je vais serrer la main. Et alors que c'est des gens que je connais très bien qui m'ont aidé et qui m'aident toujours. Et c'est important ça aussi, parce que ça nous emmène encore plus loin en se disant bon, on fait des erreurs, bien sûr qu'on fait des erreurs comme tout le monde, et puis on essaie d'en tirer des leçons et de se dire non attends, ça je l'ai déjà vécu il y a quelques années, je vais reprendre, il y a toujours 2 solutions, jamais qu'une, il faut l'oublier, et puis oui, avantage, inconvénient d'être entrepreneur, mais passionnant. Passionnant parce qu'on n'est pas seul, on se dit qu'on est seul dans notre poste, mais en fait on peut partager nos craintes de trésorerie, bien sûr qui sont le nerf de la guerre, partager nos craintes, nos déceptions envers nos recrutements, parce que ça nous arrive comme tout le monde de se planter. Après il faut juste reconnaître nos erreurs, les accepter pour ensuite mieux redémarrer et mieux relancer la machine. La deuxième question, monsieur? J'ai répondu aux deux en fait. Non, peut-être rappeler une chose supplémentaire, c'est qu'effectivement, la solitude du dirigeant, c'est une réalité. Les associations actives, parce que je connais... que j'organise ce type de rencontre. Complètement. Voilà, exactement. Les associations actives, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui font des apéros où il ne se passe rien. Donc il faut bien choisir les associations dans lesquelles on investit son temps. Et pour moi, le terme d'investissement, il est important. On ne va pas là juste pour trouver des clients pour boire un coup. On y va d'abord pour son développement personnel, on y va d'abord parce qu'on a des enjeux managériaux, sociaux, financiers, marketing, produits, distribution, commerce, blablabla. Et l'objectif, c'est d'aller partager ces expériences, les confronter, parce que parfois on a des idées, elles ne sont pas bonnes, parfois on a des idées, elles sont exceptionnellement en avance, donc elles ne sont pas bonnes, et parfois on en a une ou deux qui sont bonnes, mais quand même les confronter au marché, c'est sympa. Donc moi, ce que j'aime chez Made in Soft, c'est la qualité des adhérents. Voilà, je m'y retrouve vraiment. On n'a pas beaucoup d'adhérents, 200, mais c'est énorme, 200 adhérents actifs vraiment, à qui on est capable de prendre le téléphone et de les appeler, de leur dire salut, je veux un rendez-vous, et je l'ai. C'est aussi un réseau d'influence, c'est la capacité d'avoir effectivement les petits rendez-vous, les petits trucs qui manquent, ou de temps en temps d'avoir un prix quand il faut que ça fasse un prix. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui appellent en disant salut, je suis en train de finir avec lui, tu peux pas m'aider à négocier une ristourne, un machin, un truc. Bon, voilà, on fait, et puis on le fait quand c'est possible, on le fait, quand c'est pas possible, on le fait pas. Voilà, c'est très simple. Et puis c'est surtout avoir une vision, être entrepreneur. On dit toujours vision, mission, plan d'action. Vision, la vision de Made in Soft, c'est quoi? Accélérer les entrepreneurs, accompagner les collectivités. Accélérer les entrepreneurs avec ce que je viens de vous décrire, accompagner les collectivités, parce que c'est quand même elles qui fabriquent les politiques publiques, et c'est quand même vachement bien quand on peut mettre le petit mot sous le coussin en disant investissez pas tout dans la blockchain, on n'est pas sûr quoi. À côté de ça, nos missions c'est d'accompagner, nos missions c'est de conseiller, nos missions c'est de mettre en relation, c'est de créer des événements. Vous savez, le grand opening, c'est un événement qu'on organise aujourd'hui annuellement, qui est devenu le plus grand événement économique du coin. Le MEDEF organise un événement à 800 personnes, le grand opening c'est 2000 personnes. 2002 cette année. 2200, pardon. Il n'y a pas de quantitatif, il n'y a pas de concours, il y a la qualité de trouver des gens qui ont le plaisir de partager, qui ont envie de donner de leur temps perso, parce qu'il y a aussi beaucoup de bénévolat, et ce mot-là il est important. Et moi je dirais, et je le dis toujours, ça m'apporte autant que ce que je donne. C'est-à-dire que sincèrement, j'apprends beaucoup des gens qui me posent des questions,
Et puis je leur partage, j'en dis toujours, faites pas les mêmes conneries que moi, j'en ai déjà fait plein. Faites-en des nouvelles, et puis quand vous en avez fait une, vous venez me dire, comme ça je la ferai pas. Mais globalement, ça apporte ça, et moi je trouve ça hyper intéressant, parce que ça permet de grandir. On a beaucoup négligé le coaching, on a beaucoup négligé le développement personnel. Or, le dirigeant, la première personne sur laquelle il investit, c'est lui-même. Merci beaucoup. Et justement, ça me permet de faire la transition avec la seconde séquence. Donc, Laurence Kerjean, qui est fondatrice de Captain Zen, elle en parlera mieux que moi et dirigeante. Et également, donc, Jocelyn Maire, qui est le fondateur de FASC et qui dirige également une entreprise qui s'appelle Truck My Car. Il nous en parlera également. Je propose peut-être à Laurence de nous raconter, en tout cas, l'histoire de Captain Zen. Et là, le point commun sont des dirigeants d'entreprise qui, à un moment donné, ont fait le choix d'entreprendre et en tout cas d'avoir leur propre entreprise. On peut, alors, juste pour la réponse précédente, parce qu'on est quand même sur le territoire marseillais. Moi, je reviendrai sur le truc, mais je suis marseillaise à la base, mais je me suis exilée pendant 20 ans à l'étranger et à Paris. C'était un exil pour moi. Et je suis revenue ici depuis à peine 2 ans. Et je trouve que quelque chose que ce territoire a su conserver et qui peut être vu de l'extérieur comme ouais, mais ils sont pas ambitieux, ils manquent d'ambition, ils font pas ce qu'il faut. C'est que les gens ici ont réussi à conserver une certaine frontière entre leur vie perso et leur vie privée. Et moi, je le vois pas comme un manque d'ambition. C'est quelqu'un qui me dit écoute, si tu vas me payer 200 € de plus pour bosser 10 heures de plus, en fait, je m'en fous. Moi, je préfère passer du temps avec ma famille et de toute façon, je vais avoir des loisirs ici qui ne sont pas à 2000 balles chaque fois que je mets un pied dehors. Donc, je tiens à cette frontière. Et je ne sais pas si c'est une quête de sens ou si c'est juste que, justement, pour faire le lien avec ce que disait monsieur tout à l'heure dans sa question, on est en train de sortir du tout capitalisme aussi. On a fait on est dans ce qu'on appelle un pays développé, même peut-être surdéveloppé. On a déjà fait notre révolution industrielle, donc plusieurs révolutions industrielles. On est dans une révolution aujourd'hui numérique, voilà, qui est inéluctable et qui va avoir lieu, et c'est très bien, en ce qui me concerne, de mon point de vue. Mais il y a quand même des gens qui choisissent aussi et qui se disent « Ok, tout va très vite, tout s'emballe, tout est numérique, tout est machin, mais on a le droit aussi de choisir de ne pas rentrer dans cette matrice-là. Je peux choisir de moins consommer, de ne pas offrir 200 cadeaux à mes gosses à Noël, même si j'ai les moyens et que c'est une vengeance sur la vie. Je peux choisir de ne pas avoir 200 vêtements dans mon placard, parce qu'en fait j'en mets 10. Et je peux choisir d'acheter que en recyclage. Et ça prouve aussi, ça se retrouve dans les valeurs de l'entreprise. Donc ce sont des gens qui viennent nous voir et qui vont nous dire, voilà, moi j'ai des convictions personnelles et je veux pouvoir les appliquer dans mon entreprise. Et donc peut-être que je ne suis pas à fond sur le projet, mais ton entreprise, je ne l'aurais pas choisi comme ça sur le papier, mais ton entreprise, en fait, elle coche toutes les cases de mes valeurs. Donc je vais bosser plus facilement avec toi. Et finalement, une histoire va s'écrire, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Moi j'ai été dans des très grands groupes et les jeunes, moi y compris, on voulait absolument le tampon de cette boîte-là sur le CV parce que d'abord ça payait bien, parce qu'il y avait une reconnaissance, j'ai réussi finalement, j'ai investi pour faire mes études et ça paye, et puis ça fait bien, et puis après je pourrais faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on le voit moins. En tout cas, moi, je le vois moins, que ce soit chez mes anciens collègues avec qui je discute encore dans les grandes boîtes ou au niveau des entrepreneurs. Voilà. Après, il y a le bémol aussi qu'on ne peut pas tous être entrepreneurs pour X raisons. Et ce n'est pas non plus souhaitable. Il y a des entreprises qui existent et qui recrutent, qui créent de la valeur et qui ont besoin des forces vives. Et on le voit au quotidien. Au quotidien, c'est quelque chose qui se sent qu'effectivement, il y a un petit changement de paradigme dans ce qui est recherché. Ouais, pardon, je fais de la digression. Non, c'est très bien. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, du coup, tu décides de créer Captain Zen avec ton associé, plutôt que d'arriver sur Marseille et d'occuper un poste classique de cadre, puisque finalement, tu étais dirigeante d'entreprise, tu avais des responsabilités. Qu'est-ce qui a fait que tu passes effectivement de l'autre côté ? C'est ma mère qui t'a fait poser la question. Non, parce que moi, je ne suis pas née pour être entrepreneuse. Enfin, clairement, je n'étais pas destinée à ça. Je suis née à Frévalon, à Marseille. Donc, pour ceux qui sont d'ici, ce n'est pas vraiment les beaux quartiers de la ville. Avec une maman qui m'a élevée seule, qui a fait des bons choix pour moi, ce que j'estime être des bons choix pour des études. Et j'ai fait un parcours, donc j'étais à l'IEP, puis j'ai fait le SCP à Paris, et je suis rentrée dans des très grands groupes. J'ai fait presque 17 ans dans des grands groupes, dont la majorité dans un très grand groupe de cosmétiques que je ne citerai pas parce que vous le valez bien. Et en fait, avant d'arriver à Marseille, j'avais déjà fait ce changement.
Moi, malheureusement, j'ai perdu ma maman rapidement après la naissance de ma dernière fille, et je pense que ça a été un déclic parce que elle n'a pas profité de sa retraite. Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je fais ? En fait, je coche des cases. J'ai une revanche certainement parce que je viens de Frévalon et que j'avais envie de prouver que je pouvais faire des choses et je les ai faites. Sauf que, au fond, c'était pas ça. Donc, j'ai négocié un départ et j'ai créé une première société autour du gaspillage alimentaire. C'était le sujet qui m'occupait à l'époque, comme quoi on peut passer de la cosmétique à quelque chose de beaucoup plus engagé. Et puis cette boîte s'est bien développée, on a fait face à un lobbying, parce que oui, on est un pays aussi où il y a du lobbying. Donc moi j'ai gardé une partie des actifs, puis on a revendu ça, et à ce moment-là j'ai dit à mon mari, écoute, de toute façon on a le choix entre soit partir à l'étranger, parce que c'est comme ça que nos carrières ont été pensées, soit on rentre à la maison. Soit on rentre à Marseille et on descend. Et l'angoisse, ça a été mais tu te rends pas compte, on est dans des comités de direction, on gère des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, on a des équipes, mais jamais on va trouver un truc à Marseille. Si, je t'assure, on va trouver à Marseille. Et en fait, moi, je suis venue un petit peu en éclaireuse. Donc, j'ai monté ma boîte de conseil et j'ai commencé à faire des missions pour tout un tas de personnes sur le territoire, aussi bien en public qu'en privé. Ça m'a permis de commencer à créer un réseau de bouche à oreille, et puis en parallèle mon chéri il a trouvé une boîte qui cherchait un DG en local, donc il a accepté un super challenge. Aujourd'hui c'est une super boîte qui est hyper florissante sur le territoire et qui est même la première Great Place to Work locale sur la tech. Et moi j'ai commencé à faire des missions, et en fait je me suis rendu compte que maintenant que j'avais goûté à l'entrepreneuriat, j'avais du mal à retravailler, même avec des gens que j'admirais. Je regarde Assia parce que tu sais de qui je parle. Même avec des gens que j'admirais, j'ai accepté des missions, mais en fait, ça ne le faisait pas parce que j'avais pris l'habitude de prendre mes décisions, d'avancer, de pas être dans le contrôle, de faire un peu des itérations. Allez, ça marche, je continue, ça marche pas, j'arrête, c'est pas grave. Et en fait, dès qu'on se retrouve dans un cadre, on peut plus faire ça. Et donc, j'ai pas pu. Et ça correspond à peu près à, donc on est en 2020. Covid, c'est compliqué. Et là-dessus, j'ai une amie d'enfance qui est psychologue et qui habite ici et qui me dit putain, j'ai envie vraiment de développer un truc sur mon métier de psychologue, mais je connais rien au digital. Mais alors, rien du tout. Toi, t'es quand même calé, t'as déjà créé des boîtes dans le digital, t'as géré la transformation digitale de ton ancienne boîte. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ? Putain, la psy, je me dis, mais t'es malade. Personne va vouloir parler de psy. Non, mais vous êtes fous, littéralement. C'est pas le sujet, quoi. Mais si tu te rends compte, toi, t'as fait un burn-out, t'as vécu un deuil, t'as fait 2 dépressions postpartum, t'as même été opérée d'un ulcère tellement t'étais stressée au boulot. Elle me dit, à qui tu parles de ça ? Moi, je te le dis entre nous, je suis suivie, quoi. Ouais, d'accord, le sketch de Gad Elmaleh, moi aussi je suis suivie, je veux voir quelqu'un et tout. Mais en vrai, ton idée, ça tient pas. On va jamais en parler comme ça ouvertement. 2 mois après, confinement, c'était vraiment confinement dur. Elle me dit, regarde, tout le monde parle de santé mentale. Bon, banco, je suis repartie. Donc on a créé Captain Zen. Et Captain Zen, c'est une plateforme qui est 100% dédiée à la santé mentale, et c'est une plateforme intelligente. Alors, waouh, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu peux venir chez nous, tu sais pas vraiment de quoi tu as besoin, mais tu sais que tu veux t'occuper de toi et de ta santé mentale. Et donc tu vas me dire comment tu te sens. Je dors mal, je suis insomniaque, je suis angoissée, je suis anxieuse, j'ai des troubles, je mange trop, je mange pas assez, j'ai des tics, des tocs. Voilà. Tu rentres en fait ton symptôme, ta tranche d'âge, enfant, ado, adulte, et nous on te recommande sur Captain Zen les meilleurs praticiens pour toi. Pourquoi ? Parce qu'en santé mentale, il n'y a pas que des psys. Oui, il y a des psys. Alors d'abord, il y a des psychologues et des psychiatres. Et c'est pas la même chose. Et il y a 200 000 sortes de psychologues. Comment je choisis ? J'en sais rien. C'est pas à moi qu'il faut demander. C'est à Captain Zen. Et à côté, tu as aussi tout un tas de médecines complémentaires. Donc tu as des sophrologues, des acupuncteurs, des médecines chinoises spécialisées. Tu as des naturopathes. Tout ça, ce sont pour la plupart des hypnothérapeutes aussi très importants. Je dis, parce que j'ai des enfants fans. Tout ça, ce sont si tu veux, c'est un ensemble de solutions qui font qu'on peut t'aider au quotidien à t'occuper de ta santé mentale. Et plus on a avancé dans le projet, plus Covid se développait, plus tout le monde commençait à parler de santé mentale. On s'est dit, putain, c'est un vrai truc en fait.
Sauf qu'on a réalisé aussi que personne ne sait ce que c'est. Si je vous dis santé physique, oui, moi je suis en forme. En forme, c'est je suis pas malade, je prends pas de médoc et je me suis pas cassé un truc. Mais vous savez globalement à quoi ça correspond. Est-ce que je suis en bonne santé mentale? Je sais pas si chacun sait me dire s'il se trouve en bonne santé mentale. Il y a une définition de la santé mentale qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé qui consiste à pouvoir fonctionner au quotidien et à être bien physiquement, moralement, socialement, à arriver à s'intégrer, à arriver à tenir un job, à arriver à avoir une conversation, à arriver à aider les autres. Et là, on s'est dit, personne ne sait ce que c'est, donc on vous offre aussi sur la plateforme du contenu gratuit. 100% gratuit, vous venez sur Captain Zen, on a des méditations, des exercices de sophrologie, des définitions, donc même vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous dites, putain, mon gosse dort pas, ça c'est le sujet du confinement. Mon gosse dort pas, je sais plus quoi faire. Je peux pas l'enfermer, je peux pas le taper, j'en ai marre de crier et surtout j'ai envie de dormir. Ouais, mais bon, le gamin, selon son âge, il n'a pas forcément envie de parler à quelqu'un, ça va pas forcément servir à grand chose. Sophrologie, ça peut être une solution, hypnothérapie, ça peut être une solution, acupuncture, ça peut être une solution, méditation, ça peut être une solution, et tout ça, il faut savoir. Kinésiologue, il y a même des ostéos qui permettent de retrouver le sommeil. Donc nous, on est là avec Captain Zen pour faire en sorte que la santé mentale soit accessible à tout le monde. Et évidemment, on a une ambition d'être rentable, parce qu'il faut bien qu'on vive. Aujourd'hui, on a investi avec mon associé et heureusement qu'on a des familles qui nous soutiennent. Voilà, c'est ce qui nous permet d'être entrepreneur. Moi, tous les jours, je fais un effort pour me détacher de ma peur panique de retourner dans le petit appartement que j'avais avec ma maman à Frévalon. Voilà. C'est une vraie peur qui n'est pas du tout réelle. Donc, je travaille aussi avec un psy là-dessus, c'est sûr. Mais on a aussi une volonté d'impact. On a une vraie volonté d'impact. Il y a 12 millions de personnes en France qui souffrent d'un trouble de la santé mentale, quel qu'il soit. Dépression, postpartum, anxiété, stress, burn-out, bore-out, ras-le-bol quotidien, ce que vous voulez. Il y a 12 millions de personnes, il y a au moins 6 millions de pères aidants, c'est-à-dire ce sont des personnes qui vivent avec eux, qui sont impactées. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est vraiment dépressif, qui fait une dépression postpartum par exemple, et qui ne peut pas fonctionner au quotidien, parce que c'est ça la dépression, on ne peut pas fonctionner au quotidien, bah vous avez forcément quelqu'un dans l'entourage qui va décrocher aussi. Et qui dit décrocher, dit problème économique, problème de santé aussi pour lui. Donc il faut savoir que tout ça, ça coûte par an à l'État français et à la société 109 milliards d'euros. C'est plus que les maladies cardiovasculaires, c'est plus que le cancer. Donc si nous, on arrive avec Captain Zen à aider ne serait-ce qu'une personne par jour chaque année pour démarrer, mais on aura rempli notre mission, même si les euros ne rentrent pas. Et aujourd'hui, c'est déjà ce qu'on a commencé à faire parce qu'on n'a qu'une partie du projet qui est déjà accessible. Et ça fait déjà 10 jours qu'on a des familles au quotidien qui nous disent merci parce qu'on arrive à les mettre en relation avec les bons praticiens. Et aujourd'hui, on gagne 0, on paye tous les jours pour aller bosser. Donc oui, on a l'ambition effectivement de gagner notre vie, évidemment. Mais moi, j'ai envie aujourd'hui de gagner ma vie et j'ai la chance d'avoir construit un parcours qui me permet de le faire aujourd'hui. J'ai envie le matin de me lever, de me dire que j'ai un impact. Et quand j'ai des parents qui m'appellent en pleurs en me disant ça y est, ma fille, elle a souri pour la première fois depuis 1 an et demi, j'ai réussi ma mission du jour. Bon, c'est intéressant, merci beaucoup. Donc Laurence, elle nous a parlé de bien-être, de santé, et la parole est à Jocelyn maintenant, qui va nous parler plutôt de mode, hein, de style, d'industrie textile, puisque le challenge c'est de remettre, je pense, l'industrie textile au niveau local. Je pense que c'est le challenge. Enfin, il me semble que le sujet c'est l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. En dehors du textile, oui, en fait. Et en fait, c'est assez intéressant parce que pour ceux qui me connaissent, rester 1 heure comme ça à ne rien dire, c'est un vrai challenge pour moi. C'est impossible. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, ça m'a... parce que ça m'a... comme une forme de thérapie finalement, parce qu'à entendre les 4 témoignages qu'on vient d'entendre, ça vous a peut-être fait la même chose, vous, dans le public. C'est que ça m'a fait rebondir un peu comme une boule de billard sur énormément de choses qui résonnent en moi. Donc on a d'abord plein de points communs. En tout cas avec certains d'entre vous. Moi je suis parisien aussi d'origine. Je me suis installé à Marseille en 96 pour faire une école qui s'appelle Kedge maintenant. Après avoir été régulièrement délégué de classe, etc. Quand je suis sorti de Kedge, j'ai longtemps été président des diplômés pendant plus de 10 ans. Et donc finalement un autre de nos points communs me semble-t-il, c'est de ne pas avoir peur d'être devant.
De revendiquer une vision avec ou pas de l'humilité, ça dépend. Je revendique parfois d'avoir manqué d'humilité. Je pense qu'aujourd'hui j'ai appris 2-3 trucs qui font que je calme un peu le jeu, mais parfois j'ai un peu envoyé du steak en pensant que voilà. Et je pense qu'il faut ce grain de folie en fait. Ce grain de parfois de se prendre pour Superman, ce qu'on nous apprend très bien à l'ESCP, mais aussi à Cage. On nous apprend très bien à se prendre un peu pour voilà. Mais je pense que ça donne aussi beaucoup d'énergie et une forme d'inconscience aussi. De confiance et d'inconscience. Donc ça c'est pour les points communs. Quel autre point commun? Bon, il y en a plein d'autres en fait dans tout ce que j'ai entendu. Et histoire de mettre un peu autre chose que ce qui a déjà été dit, dans les petites différences, mais qui encore une fois c'est juste pour mettre un peu de relief parce que sinon je dirais juste la même chose que ce que vous avez tous dit. Moi je me revendique comme un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Depuis longtemps. D'abord parce que, encore une fois, j'ai toujours porté des projets collectifs, même d'un point de vue strictement bénévole, même gamin, quoi, même ado, même à l'école, même à Cage. Donc c'est pas une différence par rapport à vous, c'est juste que vous n'en avez pas forcément plus parlé que ça, encore qu'avec Made in Soft on en a un petit peu parlé, malgré tout, c'est un peu de ça aussi. Moi j'ai fondé et j'ai dirigé pendant 12 ans une structure dont Stéphanie a parlé qui s'appelle la Cité des Métiers. Mais je l'ai créé dans un contexte très institutionnel où en gros on m'a mis le projet sur la table et on m'a dit on a besoin d'un mec hybride comme toi qui venait de grands groupes. Moi quand je suis sorti de Cage, on m'a proposé un taf chez EDF. Donc plus gros que ça, ouais ça se trouve, mais enfin il n'y en a quand même pas beaucoup des plus gros. Et on m'a proposé de diriger ce qui s'appelait une agence clientèle à l'époque. Donc j'avais 100 agents, donc je suis sorti, j'avais 25 ans. Et je me retrouvais avec 100 agents EDF. Pour la petite histoire, moi je sortais de l'alternance, j'avais fait Cage et l'UPE13, donc le MEDEF. On est en 97-99, on est en pleine mise en œuvre des 35 heures de chère à une certaine Martine Aubry. Et je me retrouve chez EDF, qui est quand même, s'il y a bien une boîte syndiquée, enfin, c'est bien EDF. Et à 25, 26, 27 ans, on emballe ma voiture de PQ pour lutter contre moi. On me fait des tracts, Jocelyn Maire se prend pour qui il est pas. Enfin bon, tout un tas de choses comme ça. Là encore, je pense que c'est pas des hasards en fait. Moi je crois pas au hasard, mais je pense que c'est effectivement une façon de se mettre peut-être parfois trop en avant, y compris quand on a 25 ans, je fais peut-être un petit peu trop, mais surtout à revendiquer des choses et à prendre des positions, y compris en opposition avec... voilà. Mais malgré tout avec une volonté à un moment donné de faire avancer les choses, et cette boîte-là me correspondait pas, et je pense que les grands groupes finalement ça me correspondait pas. Il m'a fallu 2 ans pour m'en rendre compte dans l'expérience EDF, donc j'ai démissionné d'EDF. Ça a fait un peu de bruit parce qu'en fait personne ne démissionne d'EDF. Je ne sais pas, aujourd'hui ça a dû un peu évoluer, mais à l'époque on avait un statut assimilé fonctionnaire, on payait pas les lecs, ni le gaz. Donc ça met quand même 2-3 petits trucs, les congés, les comptes épargne-temps, un truc qui me parle totalement javanais depuis 20 ans maintenant, mais à l'époque, compte épargne-temps, compte épargne-ci, compte épargne-mi. C'est un truc complètement hallucinant, quoi. Et non, parce qu'en fait, moi je le raconte souvent cette histoire, j'ai encore raconté, enfin bref, peu importe, où on vous fait rencontrer l'ensemble de vos collaborateurs. Alors heureusement sur 100, j'ai pas fait les 100 entretiens individuels annuels de la première année, mais j'avais un personnel j'avais des managements intermédiaires qui ont fait une partie, mais moi j'ai vu ceux de mes équipes de 100 personnes qui soit méritaient pas d'avancement, vous savez dans ces boîtes-là on parle d'avancement, donc ceux qui ne méritaient pas, et pour eux la Xème année, donc je les ai vus en tête à 25 ans, et je leur ai expliqué, bah non, t'en auras pas plus cette année que t'en as eu les années avant, parce que je suis désolé, à peine tu fais ton taf. donc non. Et j'ai vu aussi ceux qui avaient déjà pris des avancements les années précédentes, et je leur ai dit, tu sais quoi mec, putain franchement, chapeau, t'es encore performant, t'étais déjà performant avant, et vas-y, donc voilà, tu peux compter sur mon soutien, t'auras un avancement. Et puis c'est remonté au N+, les fameux N+, j'adore ça, moi je suis ravi, parce qu'aujourd'hui je n'ai plus de N+, j'ai pas de N- non plus, je suis juste, c'est vachement mieux, moi je suis N, et les gens qui sont autour de moi sont N aussi, et voilà. Et donc mon N+1 et c'est redescendu, il fallait que je revoie ma copie, il a fallu que je revoie ceux à qui j'avais dit non. Enfin pas tous, mais une certaine partie, rien que un déjà ça fait mal au cul. Et il a fallu aussi que je vois ceux à qui j'avais dit oui, et que je leur dise bah finalement, finalement c'est non. Voilà. Et j'ai dit à mon N+1, une fois mais pas deux. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Moi, je suis en capacité de comprendre. Je viens d'un syndicat, certes patronal, mais j'ai appris 2-3 trucs sur la politique, la politique au sens large. Savoir négocier, savoir manipuler au sens positif du terme, et non pas... voilà.
pas la manipulation comme souvent on l'emploie. Donc je pense que je suis en capacité de gérer ce genre de choses. Donc vous me donnez la feuille de route en amont, et ensuite moi je me démerde dans les responsabilités qui sont les miennes. Putain, il me fait pas le coup la deuxième fois, rebelote la deuxième année. Donc là je l'ai appelé, je dis bah voilà, en fait dans 3 mois je suis plus là. Et effectivement 3 mois après j'étais parti. Parce que je pense que, je me souviens dans l'interview qu'on a fait toi et moi, enfin l'interview que tu as fait de moi, j'ai revendiqué le fait d'être finalement entrepreneur depuis toujours, même en tant que salarié. Et c'était le message que j'avais envie de passer, encore une fois, pas pour différent, mais enfin pour apporter quelque chose de plus que ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Je pense que l'entrepreneuriat, en fait, on peut très bien être entrepreneur en étant salarié d'une boîte. Encore faut-il que la boîte, elle accepte que vous le soyez. C'est ça un peu la difficulté, et je pense que parfois certaines boîtes manquent de cette capacité. Alors je parle de boîtes, mais on a parlé d'institutions tout à l'heure. Moi mes parents ils sont tous les deux normaliens, ils sont tous retraités de l'éducation nationale. Ils auraient tous pu être à leur façon entrepreneurs. D'ailleurs notamment ma mère a été très entrepreneur dans sa carrière, et elle s'est fait broyer, écraser, mise de côté. Enfin, c'est vraiment des machines qui souvent vous broient. Il y en a quelques-uns qui arrivent à faire des choses un peu différentes, mais globalement c'est quand même des machines qui broient. Et moi j'ai eu envie de m'extraire de ça. Donc dans un premier temps je suis reparti dans un autre grand groupe. Ça c'est le réseau qui fait ça. Mais tout en m'investissant, quand je suis sorti de l'UP, donc j'avais 25 ans, je bossais chez EDF, j'ai tout de suite pris un mandat. Vous savez que le MEDEF, l'UPE13, mais aussi nos amis de la CPME, gèrent des mandats, donc des chefs d'entreprise qui représentent l'entreprise dans tout un tas d'institutions. Ça peut être dans l'administration de la mission locale, par exemple, pour ceux qui connaissent. Ça peut être la Cité des métiers, d'ailleurs, que tu as cité aussi tout à l'heure, parce que quand je l'ai construit, j'ai mis des représentants aussi là-dedans. Bref, et donc j'ai pris un mandat assez vite. Donc là encore, on est dans cette notion moi, je ne parle pas encore d'économie sociale et solidaire à l'époque. Quand un certain nombre de dirigeants de l'époque, notamment Jean-Claude Gaudin, me dit tiens, on a besoin de quelqu'un pour diriger un projet qui s'appelle la Cité des métiers, qui est une association, donc qui est de droit privé. Mais on cherche quelqu'un qui sait faire du privé et qui sait faire un peu du public. On appelle ça travailler dans le social à l'époque. On est en 2004. On ne parle pas d'économie sociale et solidaire, on ne sait pas du tout ce que c'est. Enfin, on n'a même pas inventé le mot encore. Et on parle de social. Et moi, à l'époque, je me dis, mais moi, pour aller travailler dans ce machin-là, je suis obligé de mettre des sandales, je suis obligé d'être sale, en fait. Je suis vraiment obligé de ça, quoi. C'est complètement dingo. Et en plus, il va falloir que je bosse avec l'éducation nationale. C'est bon, j'ai mes parents, ça me saoule, enfin, tout ça, l'université, enfin, tout ça, c'est poussiéreux. Et donc finalement, avec une forme de pression de Jean-Claude et d'un certain nombre d'autres personnes, je finis par dire oui en disant bon, ok, j'y vais 6 mois. Donc je démissionne une nouvelle fois de ma boîte américaine qui me payait à l'époque, on est en 2003-2004, j'ai 30 ans, et je gagne un bon 6 ou 7 000 balles d'aujourd'hui. Donc je démissionne et je rentre dans ce projet. Avec rien, franchement, avec 1000 balles par mois, franchement, on démarre avec rien. On démarre avec rien, mais je le fais aussi parce que j'ai envie de faire d'autres choses, etc. Et au final, je leur dis à ces gens qui me mettent là, je leur dis moi je veux bien ce truc-là, mais d'une, je veux les coups des franches, c'est-à-dire que je veux aucune implication de qui que ce soit, c'est moi le patron, voilà. Première chose. Et deuxième chose, je vous fais ça 6 mois, 12 mois maximum, mais je me casse après. Je suis resté 12 ans. Je suis resté 12 ans. Il y a eu comment ça s'appelle, le mot m'échappe quand quelqu'un vient gérer tes affaires alors qu'il n'a rien à... Une ingérence, merci, c'est le mot que je cherchais. Et je m'en souviens toujours, à l'époque du développement de la Cité des métiers, au départ, on démarre avec 50 000 balles, on est 3 collaborateurs, on a quand même la chance qu'on nous met à disposition, la ville nous met à disposition les locaux qu'on connaît tous, enfin pour ceux qui y sont déjà allés, les 3000 m² qui est en plein centre-ville. Bon, on est quand même dans un contexte plutôt confortable malgré tout pour mener ce genre de projet. Et à un moment donné, comme n'importe quelle structure, on a une crise de croissance et assez vite je passe de 2-3 collaborateurs à 15 d'un coup. Parce que on a réussi à lever des fonds, à répondre à des appels à projets, etc. Et je me souviens qu'on est un peu tendu parce que comme dans n'importe quel business, l'économie sociale et solidaire, l'associatif n'y déroge pas. Il y a un moment, il y a un problème de BFR, parce qu'on paye des taxes aussi dans l'économie sociale et solidaire, on paye l'URSSAF comme n'importe quel employeur. Et à un moment donné, c'est un peu tendu. Et je me souviens que j'évoque ça évidemment avec notre banque, qui est la banque Martin Morel, pour la petite histoire, qui est loin d'être la moins chère du territoire, mais sauf que c'est la banque, on va dire, très connectée au réseau politique, au pluriel. Et que donc on m'a fait comprendre que ce serait bien que ce soit notre banque, voilà. Et donc j'explique à mon conseiller bancaire que voilà, je vais prendre ce risque. Je vais prendre le risque
d'embaucher des gens, parce que j'ai besoin d'embaucher des gens, parce que la demande est de plus en plus forte. C'est une période où on a 70 000 visiteurs par an dans la Cité des Métiers. Il faut du monde pour traiter ça et de manière aussi humaine que possible. Et cet enfoiré, dans les dîners en ville, on parle à une adjointe au maire qui m'est proche heureusement et qui me le dit le lendemain, qui m'appelle, il me dit dis-moi, j'ai vu machin, qui est un des dirigeants de la banque Martin Morel, et dis-moi, il m'a un peu fait peur quand même, t'es sûr de ce que tu fais machin? Je fais, alors déjà d'une, je te rappelle le deal, donc déjà cette conversation, j'aurais préféré qu'on ne l'ait pas, et ensuite, laisse-moi faire. Et on a quitté la banque Martin Morel le lendemain. Et on est rentré à la Caisse d'Épargne, parce que j'ai dit non mais c'est juste, quelque part j'attendais aussi une excuse pour me barrer, hein, mais j'ai dit mais c'est juste pas possible en fait. Si vous voulez qu'une structure de l'économie sociale et solidaire, pour revenir à des mots de 2021, si vous voulez qu'on gère une structure de l'économie sociale et solidaire et qu'elle soit efficace et efficiente, alors il faut effectivement qu'on puisse la manager comme n'importe quelle structure économique, parce que ça reste on a des budgets, hein, c'est un centre de profit, il faut qu'il sorte moins que ce qui rentre, c'est comme à la maison, c'est comme dans une entreprise, avec le côté profitable en moins, clairement, parce qu'on est de toute façon dans une organisation à but non lucratif, donc on n'a personne à servir en dividendes ou en quoi que ce soit. En revanche, on a des salaires à verser, avec une politique salariale à mener, avec des carrières aussi à gérer. Et donc voilà, et donc tout ça pour vous dire qu'on prend des décisions tous les jours. J'en reviens aussi à la notion de solitude. On est de toute façon seul, mais on est seul aussi quand on est cadre dirigeant dans une boîte, qu'on a ne serait-ce que 2 personnes à gérer, même une seule personne, même parfois tout seul, se gérer tout seul, même quand on est salarié dans une boîte, parfois on se sent tout seul aussi. Donc c'est un peu tout ça. Mais pour la petite histoire, l'économie sociale et solidaire mène aussi, donc la Cité des Métiers, quand j'ai démissionné, c'est encore une histoire de démission, en 2016. Quand j'ai démissionné, on était 25 salariés, on faisait 3 millions de budget. Ça commence à être un petit business quand même. Je gérais aussi la maison de l'emploi que j'ai aussi contribué à créer en cours de mon parcours et que j'ai aussi, donc je dirigeais les 2 structures en même temps. Et je suis parti pour un pont d'or qu'on m'a fait à Paris. Encore c'est l'enfoiré de Parisien. Et vraiment on m'a fait un truc, on m'a proposé un truc où c'était juste pas possible en fait. Vous voyez un pont d'or, comme souvent on dit un pont d'or, alors vous l'imaginez bien, voilà, c'est bon, vous l'avez dans l'esprit. Maintenant vous l'incrustez de pierres précieuses. D'accord. C'était ça le pont qu'on m'a proposé. Il est en or et en plus il est incrusté de pierres précieuses. En gros c'était prendre un poste à Paris, dans une très grosse structure de l'économie sociale et solidaire d'ailleurs aussi, avec un salaire parisien. À 5 chiffres mensuels, un bureau à Paris, un bureau à Marseille, une voiture à Paris, une voiture à Marseille, le train payé toutes les semaines, l'hôtel à Paris, enfin, quand je vous dis, il y avait tout. Sauf que c'est une boîte un peu ouf. À peine je suis arrivé, mon poste avait changé, entre le moment où on a dealé et le moment où j'ai signé le contrat de travail quand je suis arrivé, le poste avait changé. Alors il avait grossi, donc je crois que j'avais encore un peu la tronche comme as, donc je me suis dit, bon, après tout, elle est plus longue, souhaite. Après tout, pourquoi pas. Sauf que quand même, je me souviens de ce moment, hein, parce que je m'en souviens très bien, c'était le 2 novembre 2016. Le 2 novembre 2016, je me suis dit, je crois qu'on est en train de me prendre pour un con. Et là, on m'a dit, bon, en revanche, personne ne sait que vous arrivez avec ces grandes fonctions-là, parce que c'est vrai que j'étais quand même juste en dessous du DG, une boîte de 8000 personnes, c'est quand même pas mal. En revanche, pendant quelques semaines, là, vous le dites à personne. Ah bon. Et alors je dis mais je mets mon cul où en fait concrètement. Ah ben on va vous mettre avec les comptes clés. J'avais vocation à devenir le directeur commercial et de l'international de cette grosse boîte. On vous met avec les comptes clés et vous faites comme si vous étiez vous-même un compte clé. Mais j'y connais rien. Ah bon oui puis oh bah vous vous démerderez bien. Ok. Et puis d'un coup ma N+1, on est revenu dans les N. Ma N+1 annonce en réunion pendant que je suis à Marseille, annonce à mon équipe parisienne qui je suis. Enfin pas qui je suis mais pourquoi je suis là. Et là, je me fissure, enfin, j'ai des foutages de gueule caractérisés, quoi. Voilà, donc j'ai déjà un peu mal un peu aux entournures. Et puis finalement, le président national de cette boîte qui m'avait absolument voulu, c'est lui qui avait fait le pont, les pierres précieuses et tout ça, se fait dégager. Fait le pont. Voilà, donc t'es en train de marcher sur un pont qui coûte méga cher à la boîte, et le mec qui t'a voulu là, il dégage. Il reste les pierres. Mais et moi, le temps que je réalise que le mec il avait dégagé, je me suis fait convoquer, j'ai dégagé aussi. Et là, j'ai appris ce que c'était que le manque de respect, complètement lunaire. Et là, j'ai regardé le DRH, et je lui ai dit, c'est une blague en fait, parce que il y a 3 mois, vous m'avez fait quitter, pardon, mais une situation, enfin, franchement, je me levais le cul tous les jours, mais c'était quand même une belle histoire, la Cité des Métiers, enfin pour ceux qui connaissent et ceux qui m'ont connu à l'époque, c'était un truc dont on parlait quand même régulièrement, où on faisait beaucoup de choses, etc. Donc j'ai démissionné, donc une fois que tu as démissionné, voilou quoi.
Où la Provence annonce en pleine page, une page entière, Jocelyn Maire part à Paris, voilà, donc tout ton réseau, tout ce que tu as là-dedans, avant d'appeler les gens pour dire coucou, je suis revenu, en fait je suis jamais parti, parce que mon appart à Marseille je l'ai gardé, je faisais des allers-retours, tout ça. Coucou, alors déjà je t'explique, en fait, non mais je suis pas parti, en fait, non je ne suis pas revenu, je suis là, quoi. Bref, je suis là, donc le temps que t'expliques ça, t'as déjà cramé les 2 minutes que le mec de ton réseau, tu sais, tes meilleurs amis, tout ça, veulent bien te consacrer. Et là, tu leur expliques, bon, attends, donc ça y est, bon, t'as compris qu'en fait, je suis pas parti, enfin, en tout cas, je suis là. Bon, il faut que tu comprennes que je cherche du boulot. Il faut que tu m'aides, en fait. Il faut que... Et là, ça rapproche. J'ai plus de pièces, Voilà. Il y a des gens, on n'a pas cité depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Medinsoft, mais il y a Stéphane Soto, dont on n'a pas parlé, qui a vraiment été là, il a fait partie des gens qui étaient là. Moi aussi. Ça me fait un peu d'émotion de parler de lui d'ailleurs. Mais voilà. Et donc vous vous retrouvez tout seul, quoi. Alors, pour le coup, c'est pas la solitude du manager ni du chef d'entreprise, c'est la solitude du demandeur d'emploi. Le mec, il a été directeur de la Cité des métiers et de la Maison de l'emploi. Alors il passe quand même 2-3 coups de fil. Il passe 2-3 coups de fil à ses potes de Pôle emploi parce que l'association Cité des métiers, pour la petite histoire, historiquement, le secrétaire général, c'est le directeur général de Pôle emploi. Donc on connaît quand même bien Pôle emploi dans le monde. Et moi j'appelle mes potes et tout, et je dis bon les gars, je veux pas de passe-droit, je suis demandeur d'emploi, je m'inscris, etc. Je veux aucun passe-droit, ça m'intéresse pas. Juste faites-moi les raccourcis, quoi. Parce que me faites pas les réunions de gna 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 gna. Vlatipa, que la directrice de l'agence cadre, Elisabeth Moreau, qui est une très bonne amie à moi, elle part en vacances au moment où moi je me fais convoquer et je reçois le courrier, comme je l'ai briefé, je me dis bon bah ce truc-là faut que j'y aille, quoi. Donc j'y vais et je me retrouve dans une information collective sur l'offre de service de Pôle emploi et de ses partenaires. Est-ce que vous voyez le coup arriver ou pas? Vous voyez le coup arriver ou pas? Donc on est à peu près autant dans la salle, et sauf qu'on est autour d'une table carrée comme ça, et il y a la conseillère Pôle emploi qui vous explique l'offre de service de Pôle emploi, que vous connaissez juste par cœur. Jusque-là, bon, tout va bien. D'ailleurs, ce jour-là encore, il a fallu que je me taise pendant un moment. Et là, elle arrive sur l'offre de service des partenaires. Vous avez compris où on arrive là ou pas? La Cité des métiers. Et là, je dis, et en plus, franchement, elle fait une présentation dégueulasse, quoi. Et je dis, non, pardon, excusez-moi, est-ce que je peux juste... je vous explique en fait, pardon, chers amis, chers nouveaux membres du club. Voilà, en fait, voilà pourquoi je vais prendre la parole, c'est que c'est moi qui ai fondé ce machin. Et que l'offre de service, du coup, je la connais un peu par cœur. Et là, la conseillère se démonte, elle dit, ah, Jocelyn Maire, oh, qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Non, mais lunaire. Non, mais là, je vous le raconte en rigolant. Mais je suis rentré chez moi ce jour-là, franchement, waouh, j'étais content d'avoir Netflix. Je me suis dit, je crois que tu vas t'offrir deux ou trois épisodes de je ne sais plus trop quelle série, parce qu'il faut que tu dégonfles là. Putain, le coup qu'on prend sur la gueule. Breaking Bad, non? Ouais, peut-être. Quand on parle d'humilité, effectivement, ce genre d'expérience, je pense qu'elle Oui, amène à être humble. oui, c'est à ça que je voulais en venir, en dehors de vous faire rigoler. Mais effectivement, ça apprend ce qu'on appelle la résilience. Je ne connaissais pas trop ce mot. Je l'ai appris. Je l'ai appris très fort. Je l'ai appris aussi parce que dans cette période-là, donc on est en début 2017, si vous avez suivi l'histoire, en début 2017, j'ai plein de potes parce que l'UPE 13, vous vous souvenez, à 23-24 ans, je suis à l'UPE 13, je fais adhérer les TPE du territoire au syndicat patronal qu'est le MEDEF. Donc ça permet au petit Parisien qui vient débarquer, ça lui permet de faire un petit peu de réseau et de rattraper un peu du retard sur les copains qui sont locaux. Entre-temps, en 99, je rencontre un club qui aujourd'hui s'appelle le Club Marseille Métropole, qui à l'époque s'appelait le Club Marseille La Découverte. Ils sont 25, grosses entreprises. Le président de l'époque, qui est devenu mon papa, c'est mon papa adoptif. En fait, moi j'ai 3 parents, j'ai ma mère, mon père, et j'ai été adopté, vraiment, juridiquement, par un monsieur qui est le président à l'époque du Club Marseille Métropole aujourd'hui. Et je lui dis, tu sais quoi, moi je viens de faire adhérer pendant 2 ans des entreprises, ton truc, vous êtes 25, là à l'époque, pour ceux qui connaissent, ils se réunissent à l'étage du New York, chez Monique Venturini, pour ceux qui connaissent. Donc ils ont besoin, d'autres diraient dans une cabine téléphonique, ça suffisait, quoi, tellement ils n'étaient pas beaucoup. Et je dis, allez chiche, on le monte. Et en 2 ans, on est monté à 200 adhérents. Bénévoles, on est encore dans un engagement bénévole. Et donc tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, tout ça, les réseaux, les machins, les trucs, bah, vous vous retrouvez quand même tout seul. C'était ça que je voulais vous dire. Et que la résilience, la capacité à respirer, juste à respirer, en fait, à appeler ma mère, par exemple. Je me mettais toute la journée à me concentrer. Ce soir, il faut que tu appelles maman. Ça fait quand même 2-3 jours que tu n'as pas donné de nouvelles. Il faut que tu l'appelles. Et j'y arrivais pas. Je suis pas allé voir un psy, mais j'aurais dû. Tellement on se sentait merdique, quoi. Pourquoi? Parce que tu étais gêné par rapport au fait de... Ouais, bah l'échec dont on m'a parlé. Alors c'est à ce moment-là aussi que je rentre dans une autre association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui accompagne les chefs d'entreprise, qui déposent le bilan. Alors
On n'accompagne que ceux qui ont déposé le bilan. C'est-à-dire que t'es malade, on peut pas s'occuper de toi. En revanche, une fois que la boîte est morte, on s'occupe de toi. Donc ça apprend plein de choses aussi. Mais j'étais membre du bureau, attention, j'étais pas moi-même accompagné, j'étais accompagnant. Donc ça aussi, c'est rigolo. Bref, et toujours est-il qu'à cette période-là, j'ai plein de potes, mes réseaux, mes machins, chefs d'entreprise ou pas, qui m'appellent et qui me disent t'es payé à rien foutre par Pôle emploi. C'est une façon de voir. Moi, je suis en train de réfléchir à monter une boîte. Puisque t'es payé à rien foutre par Pôle emploi, viens m'aider à monter une boîte. T'as pas d'autres projets, t'as pas d'autres motivations pour que je vienne avec toi. Et puis un beau jour, il y en a un dans le lot qui me propose, qui est garagiste, qu'on est complètement aux antipodes, je sais même pas ouvrir un capot de voiture, et qui me propose un projet en fait. Et là, je me suis piqué au jeu, comme on dit. Et c'est comme ça qu'on a monté Truck Macar, qui est une solution de mobilité à destination des entreprises pour gérer les flottes d'entreprises. Et l'idée, c'est de déplacer un atelier mobile sur le parking de l'entreprise et de faire l'entretien. L'entretien, c'est la révision, le changement des pneus, tout ça, de l'entreprise sur place. Voilà. Et comme les choses n'arrivent jamais là-dessus, on me propose de prendre la direction d'une structure associative. Donc on retourne dans l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle la Maison Mode Méditerranée. Que ceux qui connaissent la mode connaissent la Maison Mode Méditerranée. Ça a été monté par Marilyn Vigrou, qui était la femme du maire de Marseille à l'époque, et qui depuis 30 ans a été un peu le fer de lance de la filière mode à Marseille en particulier, pas tout à fait en région, mais plutôt à Marseille. Et donc pendant 8 mois, on a travaillé ensemble, et j'ai été... j'ai eu envie de faire d'autres choses que ce que cette structure voulait faire. On a été en désaccord en fait avec la gouvernance de cette structure, donc je suis parti. Et j'ai créé ce que je leur avais proposé de faire mais qu'ils n'ont pas voulu faire, qui s'appelle FASC aujourd'hui, qui est un peu le Made in Soft. Alors je dis là aussi avec beaucoup d'humilité, et surtout Stéphanie le sait, parce que je me suis beaucoup inspiré de ce que Kevin et Stéphane ont fait avec Made in Soft. Je me suis aussi beaucoup inspiré de la French Tech, pour ceux qui connaissent, j'imagine que... Qui appartenait à Made in Soft. Qui appartenait à Made in Soft à l'époque. Et j'ai créé le réseau des entrepreneurs et des professionnels derrière au sens large de la mode. On s'en fout du code APE, comme dans la French Tech ou comme dans Made in Soft. On s'en fout du code APE, on sait tous ce que c'est qu'un code APE. Le principal, c'est d'être un professionnel de la mode et non pas seulement un passionné de mode. Et de se retrouver pour discuter, échanger. Voilà. Donc j'ai créé tout ça en 2019. J'ai officialisé la naissance de ce bébé en septembre 2019, donc ça fait à peine 2 ans. Aujourd'hui, on est 140 membres cotisants de FASC. Entre-temps, on en est à 2 saisons d'une web-série qui s'appelle Mode in the City, qui fait la promotion des métiers de la filière. Il n'y a personne qui faisait la promotion des métiers de la filière. Or, alors pardon, c'est mon ancien dada, une filière qui ne fait pas la promotion des métiers de ses métiers, pardon, c'est une filière qui meurt à terme. Parce que les jeunes ou les moins jeunes ne vont plus se former à ces métiers, et du coup, un beau jour, l'entreprise se retourne et dit « Mais putain, mais j'ai plus personne pour faire le boulot ». Ce qui est un peu l'histoire de l'industrie textile. Et du coup, FASC non seulement produit une web-série, FASC on a aussi sorti un livre blanc sur la transition écologique de la filière, c'est quand même un sujet. La filière mode, c'est l'une des filières les plus polluantes au monde, notamment au travers du textile. Donc il y a quand même des vrais sujets. Donc on a sorti un livre qui fait 130 pages, c'est un vrai livre, sur la transition écologique de la filière, pour montrer que non seulement sur notre territoire régional, il y a des professionnels de la filière mode qui ne font pas que, je le dis, j'ouvre les guillemets, qui ne font pas que faire défiler des meufs à moitié à poil sur les podiums. Moi j'ai plein de potes quand j'ai monté ce truc-là qui me disent « Ah, quelle chance tu vas voir des meufs à moitié à poil se balader sur des podiums toute la journée. » Je referme les guillemets. Je fais « Ah ouais, non, en fait, il faut quand même que je leur explique que c'est autre chose. » Et voilà, et le dernier bébé qu'on vient de sortir, c'est FASC Academy, donc c'est une nouvelle association. Donc FASC est déjà maman d'une fille qui s'appelle FASC Academy et qui est une école qui est en train d'ouvrir ses portes là en ce moment même. Et on va former des jeunes de 15 à 18 ans à la confection textile. Donc on n'est pas une école de mode, on est une école de confection. Et on va remettre de la compétence sur ce territoire en matière de fabrication de vêtements. Énorme. L'idée étant d'agir sur la réindustrialisation et la relocalisation, notamment l'industrie textile. C'est ça, de relocaliser au niveau... de relocaliser l'industrie textile, c'est un vrai challenge. Il est très fort. Et tout ça en associatif. Tout ça en associatif, donc en économie sociale et solidaire. Ouais. Et avec des fonds pour l'essentiel public, mais aussi avec des fonds privés. On a des fondations qui nous soutiennent. Voilà. Bon, bravo. Merci, Julien. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous souhaitez rebondir peut-être sur... Puisque tu as parlé d'académie, je passe un mini message, parce que moi j'ai une casquette
voilà, d'engagement qui est même pas associatif parce qu'on n'a jamais créé l'asso. Mais on est parti du principe avec beaucoup de personnes sur le territoire qu'on ne peut avoir envie de faire que ce qu'on voit et que les jeunes filles, les petites filles, les jeunes filles n'ont pas les mêmes modèles que les garçons et on l'a dit ce soir, le futur c'est la tech et donc on s'occupe d'un événement qui s'appelle Girls in Tech qui aura lieu l'année prochaine, le samedi 26 février, qui est gratuit, qui est destiné à toutes les jeunes filles de 10 à 16 ans et qui va leur permettre de découvrir ce qu'est la tech, quel type de métier on peut faire, parce qu'il y aura plusieurs témoignages de femmes, principalement, puisqu'on part du principe qu'il faut s'identifier aux personnes pour avoir envie de le faire. Et après, elles auront des ateliers, programmer un robot, coder quelques lignes de code, prendre la parole en public sur un fond vert, pour leur permettre aussi de prendre confiance. Puis il y aura un petit goûter et on fait tout ça à la plateforme, pas très loin, dans le centre de Marseille. Et je le dis parce que tu parles de compétences, d'académie. Moi, j'ai une casquette assez forte à titre perso sur les femmes, et les jeunes filles et leur inclusion dans la vie. Particulièrement parce que je viens de Frévalon et que je sais aussi qu'on n'avait pas les mêmes modèles, qu'à mes petits camarades qui étaient forts en maths, on leur disait « Ah, c'est génial, tu vas être ingénieur ». Et moi, en l'occurrence, je n'étais pas forte en maths, mais mes copines qui étaient fortes en maths, on leur disait « Tu devrais être prof ». Et ok, peut-être que ça peut être l'envie de ces personnes, mais il faut aussi leur montrer qu'il y a des alternatives. Et si elles ne voient pas les métiers, voilà. Donc la dernière fois qu'on l'a organisé, c'était avant le Covid, c'est en 2019 au Cloître. À Marseille, que certains doivent connaître. Et en fait, on a eu par exemple une jeune femme que moi j'ai trouvée géniale, qui était pilote de drone pour l'armée. C'est une nana qui aurait pu défiler certainement sur tes podiums. Très jolie, machin, magnifique et tout. Donc vraiment, tu te dis pas, la meuf, son métier, c'est ça. Et les petites filles l'ont regardé en disant, mais ton métier, c'est tu conduis les drones. C'est génial. Mais comment tu deviens ça ? Et du coup, peut-être que des matières qui à l'école leur parlaient pas du tout parce qu'elle se dit... mais à quoi ça va me servir dans la life ? En fait, en voyant ça, elles vont regarder les choses différemment. Alors, c'est pas fermé aux garçons, mais en priorité. Donc, si vous avez des filles, des nièces, des cousines, des enfants de collaborateurs, de copains, de copines, de voisins, faites-leur savoir le 26 février l'année prochaine. C'est un samedi après-midi, c'est après les vacances de février. Et je pense que c'est très important sur ce territoire parce qu'on a d'énormes forces vives dans la tech. On a une université qui est très puissante aussi. On est, pour ceux qui ne le savent pas, mais on est un réseau très très important au niveau européen de flux qui fait que les entreprises convergent vers nous parce qu'on fait passer les données par des tubes qui passent par-dessous chez nous. Donc on a tout ce qu'il faut sur le territoire pour être un énorme territoire qui se développe sur le sujet. Les filles aussi doivent y aller et c'est important qu'elles prennent leur place et c'est important qu'on les accompagne. Et en tant que fille du pays et entrepreneur, pour moi, c'est une manière de redonner aussi un peu de ce que je sais et de ce que je fais. Pardon, je referme la parenthèse. Très bien, merci pour Je vais ton juste faire la engagement, transition, Stéphanie. parce que Ouais, effectivement, moi je m'occupe, je suis représentante nationale des femmes at numérique ici en région. Voilà. Donc les nanas dans l'informatique, c'est 28%. C'est dramatique. Moi, je suis plutôt dans le social, donc je me rends plutôt dans les écoles et dans les lycées défavorisés. Donc je m'occupe essentiellement de Fos-sur-Mer, Cailleul, Castellane également. Plus de mission locale pour moi. Je vais chez les associations de SOS Maman parce que, par exemple, en troisième, j'ai des populations de gitanes qui arrêtent l'école et qui ne veulent pas arrêter. Donc notamment on les remet sur des filières e-sport parce que sinon elles sont dans des filières qui ne leur plaisent pas du tout. Le dimanche on va également en bas des cités leur faire des CV. Carrément on passe à l'action parce que moi la théorie c'est pas mon truc, la représentation non plus, donc je pense que tout le monde l'a compris et tout le monde me connaît. En revanche pour mettre les gens en relation et pour travailler ensemble aussi, on a des labs RH comme Labs to Be dont je m'occupe également avec Marie-Laure Dufour qui est extraordinaire. C'est une formation de 4 mois pour ces enfants qui sont complètement déscolarisés et qui parfois n'ont plus de logement non plus. Moi ça m'arrive d'en prendre aussi chez moi, donc j'ai aussi 2 enfants mais je leur dis regardez vous avez vachement de chance parce qu'à 18 ans, sortant d'Éthiopie, étant arrivé en bateau il y a 2 ans, il a appris le français plus vite que vous encore avec les erreurs d'orthographe sur le téléphone portable. Donc voilà, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est donner de son temps, c'est aller sur le terrain, c'est pas que blablater et parler. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais on n'est pas tous comme ça non plus. Et notamment pour finir sur la tech, c'est un fléau d'avoir 27% de femmes dans le numérique parce que
on va jamais réussir à travailler sur une mixité. Moi, je suis plus mixité que parité, mais bon, après, chacun son truc. Parce que elles ne viennent pas dans nos métiers. On va dans les écoles, dans les lycées, les collèges. On ne peut pas aller en dessous, on n'a pas le droit. Pour leur expliquer, démystifier tous ces codes. La petite fille joue avec la poupée, le petit garçon avec la voiture. On leur explique. Il y a des ateliers de codage qui commencent plus tôt, à l'âge de 4 ans, sur le Prado, le samedi après-midi, une fois par mois, avec une nana extraordinaire qui s'appelle Laurence Bricteux, qui est directrice de Simplon-PACA. Voilà. Donc voilà, il y a plein d'initiatives. Après, c'est vrai que parfois, on n'a pas vraiment le temps d'être sur les réseaux sociaux. C'est pas notre truc. On ne va pas prendre un attaché de presse non plus pour dire ce qu'on fait. C'est très rare quand on prend la parole pour expliquer ce qu'on fait toute la semaine. Enfin voilà, notre quotidien en fait. On ne se lève pas à 9h. Enfin, moi, je me lève à 5h30 du matin. J'échange avec les personnes dont on vient de citer et on est un bon groupe sur WhatsApp à échanger à cette heure-là parce que c'est plus facile pour nous de parler que le soir quand on rentre où on est crevé. Parfois, on a 2-3 soirées le même jour. Compliqué aussi à gérer ça. L'alcool, la bouffe, voilà. Non, c'est... Alors, bon, justement, tu parles d'alcool et je ferai la transition. On m'a expliqué, notamment Stéphane, m'a expliqué certaines méthodes. Bon, tu passes, tu fais un coucou, sur la photo, tu t'en vas, tu vas à l'autre. Je dis, en fait, je sais pas faire. Quand on me pose des questions, quand on me demande, je sais pas faire. Mes salariés qui me disent, hier... pour la petite histoire, parce que je me suis vraiment trouvée bête. Hier après-midi, je rentre au bureau, il y a une télé, tout. Bon, on est un peu fashion chez Laura Almar. Et je rentre, il y a une télé, je fais mais pourquoi je suis à la télé en fait je comprends pas. On change de chaîne? Il me dit mais non, c'est un direct. Je dis c'est pas possible, je suis là. Je comprends. En fait, on a fait l'émission sur BFM Télé sur les femmes, chefs d'entreprise, etc. Lundi, je connaissais même pas la diffusion, donc c'était hier. Et mes salariés qui m'envoyaient des messages en me disant ouais Steph, super, on t'a vu. Puis on s'en fout. Ouais. En fait, on le fait pour transmettre, pour communiquer, pour donner nos actions et la direction de bon. Eh ben, je vous remercie en tout cas d'avoir partagé vos parcours, votre vision, et vient ce moment de convivialité où je vais demander à Thomas Bourdin de me rejoindre. Voilà, donc ensemble, on va proposer, comme je vous le disais, des rencontres bimensuelles avec une thématique. Donc par exemple, si c'est sur la RGPD, la protection de données, je vais faire appel à mon réseau, donc avocat qui est spécialisé dans ce domaine. Si c'est sur du coaching professionnel, du coaching développement personnel, je vais faire également appel à mon réseau. Et la différence avec des conférences ou des tables rondes et autres, c'est que vous pourrez venir assister et exposer votre problématique pour que les personnes aussi qui sont présentes, les entrepreneurs et les dirigeants, puissent proposer en tout cas des solutions, et ce qui fait que vous êtes dans l'action. Voilà, en tout cas, je vous invite à rejoindre le buffet et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.